Tout démarre en novembre 1785. Un fermier écossais laboure son champ. Et sous le soc de sa charrue, il détruit le nid d'un mulot. Alors il s'arrête. Il regarde la bestiole détaler à travers le champ, terrorisé, et au lieu de continuer son travail, il rentre chez lui et il écrit un poème pour s'excuser auprès de la souris. Ce fermier s'appelle Robert Burns. Il va devenir le poète national de l'Écosse, et son poème contient 2 vers que tout le monde connaît sans savoir d'où ils viennent. The best laid schemes o' mice and men gang aft ugly. Ce qui veut dire les plans les mieux conçus des souris et des hommes tournent souvent de travers. Mais le plus intéressant, c'est la dernière strophe. Burns finit par dire à la souris: au fond, tu as de la chance, toi tu ne souffres que du présent. Moi, je regarde en arrière et je ne vois que du chagrin. Et devant moi, je ne vois rien du tout. Alors je devine et j'ai peur. Autrement dit, la capacité à se projeter, c'est peut-être une malédiction. Et 150 ans plus tard, un autre auteur, américain cette fois-ci, Steinbeck, va prendre ces 2 vers et en faire le titre d'un récit devenu symbolique, qui reprend le thème du rêve et de ce que ça coûte d'avoir un rêve. Inspiration. Bonjour à tous, c'est Gaëtan. On se retrouve dans un nouvel épisode du Book Club 154 d'Inspiration Podcast. Aujourd'hui, on va parler du livre Des souris et des hommes, of Mice and Men de John Steinbeck. Un grand classique de la littérature que vous avez peut-être étudié à l'école, c'est un récit marquant que j'ai lu cette année et que je souhaitais vous partager. Alors, que vous souhaitiez le redécouvrir ou si vous voulez en connaître un peu plus pour préparer votre lecture, cet épisode est fait pour vous. Dans ce book club, je voulais vous remonter une question qui tient tout le récit et qui est: à quoi ça sert d'avoir un rêve si on ne l'atteint jamais? Et je vais vous répondre en plusieurs étapes, comme on a l'habitude de le faire dans le book club 154. Comme d'habitude, on commence par comment j'en suis venu à lire ce livre. Je me suis mis en tête cette année de lire un peu plus de romans, et moins de livres de développement personnel notamment, qui sont souvent là pour monétiser un exploit individuel et plutôt des livres d'auteurs qui ont fait de leur mission de vie d'étudier la condition humaine, qui ont fait cet exercice de prendre du recul pendant plusieurs années ou même parfois prendre de l'avance sur les réflexions qu'on peut avoir. C'est ça pour moi la littérature. Alors évidemment, mon objectif c'est pas de finir le jeu en lisant tous les classiques. Jules a fait le calcul dans son épisode combien de temps faut-il pour lire tous les classiques de la littérature. Je vous laisse l'écouter si vous souhaitez la réponse. Moi, mon objectif, c'est plutôt d'aller chercher des propositions de réponses à des questions existentielles que je me pose à travers des récits travaillés et des expériences de pensée. Et c'est en parcourant les rayons que j'ai trouvé ce petit livre en occasion. Donc je l'ai acheté, je démarre ma lecture, et là, première surprise. J'ouvre le livre et il est déjà annoté. Pas beaucoup, plutôt au crayon gris, des petits traits dans la marge, quelques mots soulignés, 2 ou 3 remarques à peine lisibles. Mais ma première réaction, honnêtement, c'est une petite déception. Quand vous achetez un livre, même un livre d'occasion, vous avez envie que l'objet soit propre. Vous avez envie d'arriver le premier, ou au moins d'avoir cette impression d'arriver le premier. Sauf que là, ça se voit que quelqu'un est passé avant moi. Finalement, ça m'a pas plus dérangé que ça après, parce que je me suis mis à lire les annotations en même temps que le livre, à guetter les passages soulignés, à me demander pourquoi celui-là et pas un autre, à voir un trait dans la marge et à me dire « Ah tiens, lui aussi, ça l'a intrigué ». Et c'est un sentiment que j'avais aussi vécu en lisant sur Kindle, où on voyait en pointillé les passages les plus surlignés des autres lecteurs. Et je trouve ça marrant, personnellement, d'interagir avec des gens à travers une lecture. De mon côté, j'ai surligné les passages que j'apprécie aussi, et donc on va retrouver 2 lectures superposées dans le même bouquin, celle d'un inconnu et la mienne. Je trouve ça plutôt cocasse. Parlons maintenant du livre en lui-même. En février 1937, John Steinbeck a 34 ans quand il publie son livre chez un petit éditeur new-yorkais, Covici Fried. Et première chose qu'il faut savoir, c'est pas un roman. Steinbeck, il a inventé un mot pour ça. Il appelle ça une play-novelette. Son objectif, c'est d'écrire une pièce de théâtre facile à lire ou un court roman qu'on puisse jouer simplement en extrayant les dialogues, sans adaptation, tel quel, et c'est justement ce que j'ai remarqué dans les notes de l'ancien propriétaire, où il y avait des passages marqués comme des débuts ou des fins de scène. En tout cas, pour Steinbeck, ça a marché littéralement, puisque 9 mois après la sortie du livre, la pièce est à Broadway. 207 représentations et un prix, le prix de la meilleure pièce de l'année en 1938.
Une fois que vous savez ça, la lecture du livre est complètement différente. On remarque bien qu'il y a 6 sections qui ne sont pas numérotées mais qui correspondent exactement à 3 actes de 2 scènes. Chacune s'ouvre sur une description de décor qui fonctionne un peu comme une didascalie. On dit voilà l'endroit, voilà la lumière, voilà les sons. Et après, les gens entrent et ils parlent. Un récit de 3 jours, donc, un périmètre minuscule et une boucle qui est bouclée puisque le livre s'ouvre et se ferme exactement au même endroit, une petite clairière au bord de la rivière Salinas. L'histoire en elle-même que raconte ce livre se passe en Californie en 1937, où George et Lenny, les 2 protagonistes, sont des ouvriers agricoles itinérants. Il y avait un mot pour ces gens-là à l'époque, c'était les Bindlestiff. Ceux qui portent leur barda roulés sur le dos, qui arrivent dans un ranch, ils travaillent 1 mois, ils touchent leur paye, ils la claquent et ils repartent. Ils sont logés dans des dortoirs collectifs, ils n'ont pas de famille, pas de terre, pas de contrat, pas d'avenir plus lointain. George est petit, vif et réfléchit vite, alors que Lenny, c'est un colosse, il a une déficience intellectuelle qui est affichée, il ne mesure pas sa force et il est obsédé par une seule chose, caresser des trucs doux. Et donc ces 2 personnages se déplacent ensemble, ce qui dans ce milieu-là ne se fait absolument pas, parce que c'est la première chose que le patron du ranch leur reproche, c'est que les Bindlestiff normalement voyagent tout seuls. Dès le début du roman, George explique pourquoi c'est important. Il dit que les gars comme eux sont les types les plus seuls du monde. Ils n'appartiennent à aucun endroit, ils travaillent, ils dépensent tout, ils recommencent. Et juste après il ajoute « nous c'est pas pareil, parce que nous on a un avenir, et on a quelqu'un à qui parler ». Puisqu'ils sont 2. Une petite anecdote, un petit clin d'œil sur l'histoire, c'est que le ranch se trouve près d'une ville qui existe vraiment. Elle est dans la vallée de la Salinas, elle est toujours là aujourd'hui et elle s'appelle Soledad. Et Soledad, en espagnol, ça veut dire solitude. Donc Steinbeck n'a même pas eu besoin de changer de nom ou d'inventer quelque chose, il a choisi de poser son histoire là où elle existait déjà. Venons-en au cœur du livre. George et Lenny ont un rêve. Et c'est ce rêve qui est central à l'histoire. Ils rêvent d'une petite ferme, quelques hectares, une maison, une vache, des cochons, un potager, mais surtout des lapins que Lenny serait chargé de nourrir. Et ce rêve, George le raconte. Pas une seule fois, mais des dizaines de fois. Toujours dans les mêmes termes. Lenny, lui, maintenant le connaît par cœur, il le récite en même temps que lui, il le corrige quand il change un petit détail, et il demande toujours à l'entendre, encore et encore. Donc c'est pas juste un plan ce rêve, c'est une berceuse. Pas en mode roadmap, pas en mode projet ou quoi que ce soit, avec des indicateurs, avec une deadline, etc. Mais vraiment une histoire qu'on visualise, qu'on se raconte. On raconte l'histoire et on va se coucher. Et c'est pas un rêve de richesse, mais c'est plutôt un rêve de liberté. Il est question de plus dépendre de personne et de ne plus être chassé. C'est un rêve de gens qui n'ont jamais rien possédé. Le truc génial, c'est que cette petite histoire, elle agrège les gens. Au début, George et Lenny, puis un vieux qui s'appelle Candy, qui l'entend et qui veut participer à ce rêve, puis Crooks, le palefrenier, le temps d'une réplique, demande à en faire partie lui aussi. 4 hommes qui n'ont initialement rien en commun se branchent successivement sur la même histoire, la même vision. Et ce qui est triste dans cette histoire, c'est que le rêve les motive tous les jours à se lever et à aller travailler, mais ce rêve n'avance pas. Il reste éternellement lointain. Ça fait des années que George et Lenny bossent ensemble, des années qu'ils se racontent cette ferme. Et au milieu du livre, George donne le chiffre. Ils ont récolté 10 dollars à eux deux. Après toutes ces années, ils sont donc si loin de pouvoir accomplir ce rêve en continuant de faire ce qu'ils font. Et il y a un moment où ça bascule. Il se passe un truc. Candy, le vieux, celui qui a perdu une main dans une machine et qui sait très bien qu'il sera viré le jour où il ne servira plus à rien dans les fermes, entend George raconter la ferme pour la 1000e fois. Et il dit « Mais moi, en fait, j'ai 350 dollars de côté. La ferme en coûte 600. » Et George, du coup, va poser le calcul à voix haute. 350 dollars, plus un mois de paye pour Lenny et pour lui, ça fait 100 dollars de plus. Ça fait 450 sur 600 en un seul mois. C'est exactement là que le livre bascule, parce que pendant des années, ce rêve, c'était un conte du soir. Il était inoffensif, increvable, et en une seule réplique, il vient de devenir un plan avec un chiffre, avec une échéance. Sauf qu'un plan, ça se casse. Un conte du soir, plus tellement. Vous pouvez le raconter toute votre vie, il ne se cassera jamais, parce qu'il ne prétend à rien.
Et c'était un peu ça l'idée clé du livre, qui vient aussi du poème du fermier écossais, qui dit « Le rêve ne devient dangereux qu'au moment précis où il devient possible ». Et c'est hyper intéressant parce que ça, c'est quelque chose qui est aussi confirmé par la science. Donc maintenant, je me détache un peu du livre pour éclairer un peu cette tragédie qu'on vient de découvrir. Le rêve devient dangereux au moment où il devient possible. Et il y a une chercheuse allemande qui a passé 20 ans à mesurer très précisément ce que Steinbeck raconte dans cette partie du livre. Elle s'appelle Gabrielle Oettingen, elle est professeure de psychologie à New York et elle part d'une distinction que je trouve plutôt pertinente. D'un côté, il y a ce qu'elle appelle les attentes, un jugement de probabilité basé sur votre expérience. Quelles sont mes chances réelles d'y arriver finalement? De l'autre, il y a les fantasmes, des images mentales du futur qu'on désire, qui sont savourées pour ce qu'elles sont. Indépendamment de toute probabilité, c'est plutôt une question, qu'est-ce que je ressens quand je m'imagine dans la ferme avec les lapins? C'est de la visualisation. Et ce qu'elle démontre, c'est que ces deux choses-là vont dans des sens opposés. À avoir des attentes élevées, vous réussirez mieux. Par contre, à fantasmer beaucoup, encore et encore, vous réussissez moins bien. En fait, l'effet ne dépend pas du niveau d'attente, c'est pas rêver quand on n'a aucune chance, c'est le fantasme en lui-même. Le mécanisme, c'est le suivant. Quand vous fantasmez positivement sur un objectif, physiologiquement, votre pression artérielle baisse. Votre corps réagit en fait comme si le but était déjà atteint et il se démobilise complètement. Le rêve vous donne une partie de la récompense à l'avance. Il consomme l'énergie qu'on aurait eu besoin pour pouvoir accomplir ce rêve, cette vision. Alors ce qui est proposé à la place, c'est le contraste mental comme solution. Vous imaginez le résultat que vous voulez très vivement. Vous avez le droit. Mais immédiatement après, vous visualisez l'obstacle intérieur qui vous en empêche. Le vôtre, pas celui du monde extérieur. Toujours quelque chose sur lequel vous avez un pouvoir d'action. En soi, ça transforme le fantasme en engagement réel. Soit ça vous fait lâcher le truc en toute lucidité, soit ça vous fait passer à l'action. Maintenant, revenons au livre, avec ça en tête. Georges, lui, il ne fait pas de contraste mental. Il récite une berceuse. C'est un fantasme au sens strict. Il est savouré pour lui-même. Jamais confronté au moindre obstacle concret. On le visualise un petit peu pour se sentir mieux quand on a des périodes un peu moins bien. Mais on ne dresse jamais un plan. Son rêve, ça reste une histoire. Et c'est Candy qui amène la confrontation du rêve à la réalité. Donc des années de récit avec seulement 10 $ en poche. Et d'un seul coup Candy vient faire basculer la situation. Et donc Steinbeck, il a mis en scène, en 1937, ce que la psychologie a pu mesurer du coup dans cette étude de 2002. Mais si je m'arrêtais là, je vous aurais fait un épisode qui dit « Les rêves, c'est nul, arrêtez de rêver ». Et ce serait faux et un petit peu dommage. Donc je vais quand même finir sur deux petites sources d'espoir. Premièrement, il y a un autre chercheur, Charles Snyder, qui a passé sa carrière à définir l'espoir. Et sa définition, elle tient en deux morceaux. L'espoir, c'est la volonté, l'envie d'y aller et les chemins. Le fait d'avoir des routes concrètes pour pouvoir arriver vers cette vision. Et en fait, il faut les deux, parce qu'aucun des deux ne se suffit tout seul. Alors regardez Georges et Lenny, ils ont la volonté à un niveau démentiel, ils la réentretiennent tous les soirs, ils la répètent, ils ont la vision, mais ils ont aucun chemin, zéro, jusqu'au moment où Candy pose ses 350 $ sur la table. C'est précisément à cet instant que ça devient de l'espoir, et c'est précisément à cet instant que ça casse. Parce que dans un deuxième temps, il y a une étude américaine sur plus de 6000 personnes suivies pendant 14 ans qui a mis en évidence que le fait d'avoir un but dans la vie, ça prédit une mortalité plus faible. Et ça tient chez les jeunes, chez les gens d'âge moyen, chez les vieux, indépendamment de la retraite et du reste. L'étude ne mesure pas si les gens ont un tel leur but, elle mesure le simple fait d'en avoir un. Ceux qui ont une direction meurent moins vite, peu importe si elle est atteinte ou non. Oettingen, la psychologue, avait raison, le rêve de la ferme ne les a jamais rapprochés de la ferme, pas d'un centimètre. Steinbeck a raison aussi, ce rêve les a empêchés d'être seuls pendant toutes ces années. Et donc c'est très bien d'avoir un rêve, puisque comme on l'a dit, ça permet de donner une raison de vivre. On en a parlé aussi dans l'épisode Man's Search for Meaning de Viktor Frankl avec toute la philosophie de la logothérapie. Et sans vision, il est impossible de dessiner le chemin. Et donc c'est aussi pour ça que ça sert de rêver. Et avant de terminer, je voulais vous parler d'un autre sujet du livre qui est la solitude. Tout le monde, dans ce livre, est seul. Crooks, le palefrenier noir, ne dort pas dans le dortoir avec les autres. Il a une pièce à part dans l'écurie.
Il y a la femme de Curly, dont la seule chose qu'elle réclame à quiconque, c'est de pouvoir parler à quelqu'un. Elle le dit très directement dans le livre. Pourquoi est-ce que je ne peux pas te parler? Je ne parle jamais à personne. Il y a Candy, dont le seul lien affectif au monde est un chien trop vieux. Il y a George, qui vous explique dès la première page que les gars comme eux sont les plus seuls du monde. Alors je me suis demandé si tout ça, ça nous parlait encore ou c'était juste un truc de 1937. Il y a une étude qui est menée chaque année par la Fondation de France, qui s'appelle Solitude. Dans l'édition parue en janvier 2025, 24% des Français se sentent régulièrement seuls, presque 1 sur 4. Et la ventilation par âge, elle est super représentative puisque chez les 60-69 ans, on est à 16%, chez les 25-39 ans, on est à 35%, donc plus du double. Et l'isolement au sens objectif, le fait de n'avoir quasiment aucun contact avec personne, culmine chez les 40-59 ans. Donc c'est des personnes qui sont plutôt dans la vie active. La solitude en France aujourd'hui, c'est pas d'abord une histoire de vieillesse, les personnes âgées sont isolées, etc. C'est une histoire de gens qui sont en âge de travailler, qui travaillent, et qui sont peut-être seuls pour pouvoir travailler à certains endroits en particulier justement, c'est-à-dire exactement la démographie du dortoir de Steinbeck. Et du coup, ce rêve de ferme, on peut le lire comme un objectif, mais aussi comme un dispositif de lien. Une histoire qu'on se raconte à plusieurs pour ne pas finir comme Crooks, tout seul dans son écurie. Une histoire qu'on utilise pour rassembler des personnes similaires autour d'un rêve commun. Est-ce que finalement, on fait pas ça nous aussi, en France aujourd'hui? Faire un sport ou une activité bien particulière à côté du travail pour appartenir à une communauté localement ou sur les réseaux sociaux? Se plonger dans le travail et essayer de se faire des amis au boulot, à défaut d'en faire dans la vraie vie. Consommer le même contenu pour pouvoir en parler avec les autres. Je vous laisse y réfléchir. Pour conclure, évidemment que je vous recommande ce livre qui est un classique et un bon investissement de 2 à 3 heures de lecture. Honnêtement, l'expérience qu'il propose est inédite. Il montre qu'un rêve peut être une raison de tenir debout et une raison de tomber à la fois, exactement en même temps, sans qu'on puisse jamais séparer les deux. Il y a bien d'autres parties intéressantes dans le livre et c'est une belle histoire à découvrir et je pense honnêtement que ça vous fera réfléchir à plein de choses comme ça l'a fait pour moi aussi. Si vous ne deviez retenir qu'une chose, ça serait qu'un rêve qu'on raconte et un rêve qu'on poursuit de l'extérieur, ça se ressemble beaucoup. Mais de l'intérieur, ça ne donne pas du tout la même vie et les mêmes résultats. Et je suis curieux de vos réponses à une question qui découle naturellement de cet épisode. Est-ce que vous aussi, vous avez un rêve que vous racontez depuis des années et sur lequel vous n'avez pas avancé d'un mètre? Et alors, qu'avez-vous fait pour mettre en route ce rêve de toujours? Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite sur Inspiration Podcast. Inspiration.